Melissa. Bienvenue au podcast Con Cariño. Oui, évidemment, de la librairie franco-argentine Cariño, dans les quartiers de Belleville à Paris. L'idée est de vous parler du métier de libraire, des livres, des écrivains, des événements autour de la librairie, des histoires d'ici et des histoires de là-bas. Ici, c'est Paris, France. Là-bas, c'est l'Argentine, l'Amérique latine. On va parler en français, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais on espère que les oreilles sensibles vont s'habituer et apprécier nos discussions. Bienvenue, on est à l'épisode 5 et nous allons continuer à vous raconter les événements qu'il y a eu à la librairie avec du public ou en virtuel. Et après, il y a eu Buenos Aires en VO où il y a eu présentation du livre avec de la musique, avec expo d'artistes. En effet, on parle presque de la dernière qu'on a pu réaliser avant le deuxième confinement. En effet, on a continué à faire pas mal de rencontres. Une des dernières, ça s'est passé le 12 septembre 2020. On a passé l'été, on a passé les confinements, on a passé la rentrée. Et puis, on est revenu avec une idée qui était déjà là il y a longtemps. Avec Gwenaëlle Denigo, elle venait de finir son livre Buenos Aires en version originale. Elle voulait absolument les présenter ici, ce qui était une très bonne idée, parce qu'on aime bien, bien sûr, les livres, parce que ça avait du sens également. Et là, c'est Gwenaëlle qui a été pas mal motrice et qui a imaginé vraiment une rencontre pluriculturel au total. Et il faut préciser que Buenos Aires BO, c'est un livre en français, écrit par Gwenaëlle, qui a vécu, qui va souvent en Argentine, et sur des particularités de Buenos Aires. C'est une collection d'une maison d'édition française. Atland. Tout à fait. C'est une collection des villes en VO, ça s'appelle. Et la particularité, c'est qu'en effet, les livres sont écrits en français, mais ils reprennent des mots qui décrivent les villes et ils illustrent ces mots par des textes en langue originale. Attention, il n'y en a pas que de l'espagnol. Il y a aussi des textes en anglais qui décrivent la ville de Buenos Aires. Il y a des textes, des différentes langues, mais qui sont en rapport avec cette ville. C'est vraiment comme un jeu des puzzles. C'est-à-dire que chaque pièce, chaque mot va découvrir un aspect. Et c'est un travail vraiment très fin, très, très beau. Et donc, Gwenaëlle a pensé vraiment à une rencontre totale. Donc, elle a présenté son livre, elle a donné la parole à son éditeur, elle a fait des extraits qu'elle a lus avec moi, et ensuite elle a invité des musiciens. Au mois de septembre, on avait encore cette pandémie qui tournait autour, donc depuis les mois de juillet, ou depuis qu'on a pu réouvrir la librairie, on a imaginé les rencontres plutôt à l'extérieur. Et ça, c'était une expérience différente, très, très enrichissante, parce qu'une chose, c'est de se retrouver dans une librairie, entouré des livres, dans des espaces fermés, où on s'entend à même la voix. Quand on passe la porte, qu'on se place dans l'espace public, il faut être prêt aussi à se faire interrompre par tout type des passages. Des passages, exactement. Il y a toujours les passages du camion poubelle. On le sait bien, vers 18h30, c'est en général quand les gens commencent à arriver et que la rencontre s'élance, ils passaient mes copains du camion poubelle. Il y a aussi les curieux, il y a aussi la voisine, il y a plein de choses. Les enfants qui courent, qui peuvent arriver. Ça dépend beaucoup de l'animateur. Il y a des gens qui arrivent à s'en servir de ces interruptions pour, au contraire, attirer plus de monde. Mais il faut être prêt. Il faut être bon. Et là, il y avait donc la musique et il y avait aussi une expo
liées à la sortie du livre. Oui, heureusement. Gwenaëlle, comme tu dis, elle connaît très bien Buenos Aires, elle connaît très bien les tangos, mais elle a aussi invité Ricardo Mosner, qui est un peintre, performeur, artiste total également, argentin, qui habite en France depuis très longtemps, à faire une sélection dans ses œuvres qui pouvaient illustrer justement les livres. Et donc on a eu la chance d'exposer pendant au moins 2 semaines la sélection d'œuvres que Ricardo Mosner avait fait pour Gwenaëlle. Il y a eu aussi d'autres rencontres qui étaient plutôt autour d'un thème et pas d'un livre. Oui, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, mettre en dialogue plusieurs auteurs. On a eu la chance de recevoir Ariana Harwicz et Julia Deck. Donc, elle est argentine, Ariana, et Julia, elle est française. Et à peu près à la même période, à la rentrée littéraire 2019, Julia Deck a sorti son 4e roman qui s'appelle Propriété privée. Et c'est une histoire d'un couple qui va s'installer dans la banlieue parisienne en cherchant une meilleure qualité de vie. Et après, une fois sur place, ça va pas être aussi romancé qu'on l'imagine. Et en janvier 2020, Ariana a sorti sa première traduction en français d'un roman qui s'appelle Matate Amor ou Crève mon amour. Et donc, il y avait quelque chose de commun entre ces 2 autrices et ces 2 textes. Matate Amor ou Crève mon amour, c'est aussi une histoire en première personne d'une femme qui vit à la campagne et avec la naissance de son premier enfant, elle va plus reconnaître vraiment son entourage. Elle va être perturbée par l'arrivée de cet enfant et elle va rentrer un peu en collision avec tout ce qui l'entoure, son mari, l'enfant, la belle famille, les voisins et tout ça. C'est assez intéressant de croiser 2 autrices et 2 regards. Et cette rencontre, parce que malheureusement j'étais pas là, s'est fait avec des lectures des extraits et il y avait des questions du public. Alors cette rencontre, on l'a organisée justement à travers certaines thématiques. Moi, j'ai animé la rencontre et j'ai tiré vraiment de la lecture de ces 2 livres des sujets qui me semblaient intéressants de faire dialoguer entre les 2 autrices. Donc les sujets de la première personne, les sujets de l'étrangeté, les sujets des voisinages. Il y avait pas mal d'éléments qui sur les 2 textes et avec des styles complètement différents étaient communs. Et ce qui était intéressant, c'est que ces 2 personnages sont très différents. Et donc, comment on pouvait les faire dialoguer sur les démarches créatives, sur l'écriture, sur l'imagination, sur comment ces sujets pouvaient se traiter dans les 2 textes. C'est des femmes contemporaines, à peu près du même âge. Elles sont vraiment les mêmes âges, elles se sont très bien entendues, elles sont très différentes, mais c'était vraiment intéressant et drôle de les voir dialoguer. Et ensuite, on leur a demandé de lire un petit extrait. Okay. Il n'y a pas des images de ça dans le YouTube? Non, on a seulement gardé quelques photos. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme événement? Oui, il y a eu des très belles rencontres et des moins bonnes, bien évidemment. Mais entre les très belles rencontres, j'ai un souvenir vraiment ému et joyeux de la venue de Gustavo Rodriguez. Gustavo Rodriguez, c'est un auteur péruvien que je ne connaissais pas, il faut le dire. Et c'est son agence en Espagne qui m'a contactée en me disant « Gustavo est en Europe, ça serait bien si on peut faire une rencontre à Paris autour de la traduction de son livre Madrugadas ». Et il venait de sortir aux éditions de l'Observatoire. Les titres en français, c'est « Les matins à Lima ». Et bien sûr, c'était une offre hyper tentante, mais on avait moins d'1 semaine. Donc là, c'est encore une fois l'expérience de quelque chose qui
qui embarque tout le monde. C'était son éditrice, c'était son agence à Paris, c'était moi. On a dit, allez, on les fait. Et on avait moins d'une semaine. Ils m'ont envoyé les livres, je les dévorais. Lui, il est arrivé une semaine après, les gens étaient là. Et les dialogues s'est fait d'une naturalité incroyable. J'aime beaucoup ces livres parce qu'ils racontent l'histoire d'une jeune femme pas très aisée, qui a une histoire familiale assez lourde, surtout qu'elle a été abandonnée par son père. Et elle part à la recherche de ses pères biologiques parce qu'elle a besoin d'un don des reins. Donc raconter comme ça, c'est assez dur. Wow. Et néanmoins, c'est une héroïne d'une classe moyenne dans une mégapole latino-américaine. Et ce livre, il est rempli des personnages secondaires qui sont tout en richesse. Et la particularité, c'est que son père biologique était chanteur. Et donc, il vit dans la fête, il veut être connu, il adore les Bee Gees. Donc, c'est un livre plein des cultures pop. Des cultures pop, des vivacités. Et il décrit les quartiers, les sons, tout ce qu'on peut imaginer d'une mégapole. Et là, les livres, tu ne le connaissais pas. Du coup, tu as l'agent qui t'appelle. Et toi, tu te dis, mais il faut que je lise les livres. Parce que si toi, tu l'aimes pas, c'est un peu compliqué. Là, tu as adoré, mais tu as dû les lire. Alors, c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait si un livre, on ne l'aime pas? C'est difficile. Là, oui, en effet, c'était plutôt heureux. J'ai dû les lire en français. Donc, tu imagines bien que c'est un peu étrange. Et néanmoins, il y a des livres, même en français, que tu peux adorer, qui arrivent à transmettre ce que tu connais déjà dans une autre langue. Mais oui, c'était une très belle rencontre, franchement. Là, il y a eu un alignement des planètes, comme moi j'ai dit, quand tout est bon. Et qu'est-ce qu'il y a d'autres expériences Oui, il y a des expériences aussi moins réussies. Il y a toujours un passage au vide quand on fait des rencontres en librairie. Tous les libraires, ils vont pouvoir les dire. On ne sait jamais si le public sera là. Et là, c'est vrai que les jours précédents, c'est toujours compliqué. Est-ce qu'on va avoir du monde? Est-ce que ce monde, il va venir soutenir? Est-ce qu'ils aiment bien ou pas? Parce qu'il n'y a pas que des auteurs connus qui viennent en librairie. Il y a aussi qui sont très méconnus. Et donc, il faut trouver la raison, l'envie pour la découverte. Oui, qu'est-ce qui fait le déclic pour que les gens viennent? Oui, il y a énormément de choses qu'on ne contrôle pas et c'est comme ça. On ne sait pas. Il y a aussi des livres que j'ai adorés, que je voulais vraiment défendre et sur lesquels on s'est trouvé avec peu de public. C'est marrant parce qu'en fait, même comme ça, tu arrives à transmettre après dans la durée. C'est comme une infusion. C'est-à-dire que quand tu rencontres l'auteur, tu captes aussi son humanité ou la raison de cette œuvre. Et après, tu peux les transmettre. C'est ça qui est intéressant. Oui, ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de présenter un livre, en fait. Avec beaucoup de public, avec peu de public, mais il y a quelque chose qui s'infuse petit à petit. Et ça fait que le livre circule. Tout à fait. Il y a toujours une espèce d'adrénaline à confronter les publics à l'auteur. Il y a aussi des gens qui se déçoivent. J'en ai des clients à qui j'ai proposé « Ah, et on a une telle rencontre. » Ah non, surtout pas rencontrer l'auteur. Ah oui, pas le voir. Des gens qui aiment bien les livres, mais qui surtout, ils ne veulent pas prendre les risques d'être déçus. Ça m'a surpris. Génial. Moi, c'est vrai que j'aime bien toujours compléter l'expérience. Mais je la respecte absolument et je sais qu'il y a des gens qui me l'ont dit, des gens qui ne veulent pas savoir que tout est lèvres. Tout est là. Il y a eu toutes ces rencontres à la librairie présentielle, mais depuis quelque temps, tu as commencé à organiser des rencontres virtuelles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe?
Oui, en effet, cette année, on a été un peu bousculé par l'obligation, hein, je veux dire, les contraintes administratives et des fermetures qui ont interdit justement les rencontres présentielles. L'idée de déployer des rencontres à distance était déjà là à la naissance de la librairie, justement parce que l'objectif c'était de rapprocher la littérature latino-américaine en français et en espagnol, et donc on était conscient que depuis les débuts on allait peut-être éventuellement avoir besoin de cette technologie qui existe aujourd'hui à distance pour rencontrer certains auteurs. Après, ça s'est accéléré cette année et Frédéric avait très envie de déployer cette partie-là, la partie numérique digitale. Donc on s'est équipé un petit peu et on a commencé mi-décembre avec la rencontre avec Omar da Fonseca autour de la question de Maradona et son empreinte culturelle. Et tu veux nous raconter un peu des petits détails de cette rencontre qui est disponible sur les canaux YouTube de la librairie. Oui, heureusement. Voilà, l'avantage de ce dispositif, c'est qu'on peut revoir les rencontres. Tout ce qui a été en présentiel, on n'a pas gardé beaucoup de traces, quelques petites vidéos et des choses comme ça. Mais donc la rencontre s'est montée avec 3 intervenants qui avaient écrit des livres sur les footballs ou sur la culture argentine. Donc il y avait Omar da Fonseca qui vient de sortir en septembre dernier un livre qui s'appelle Gracias a la vida. Donc lui, ancien joueur, aujourd'hui commentateur de télé. Il habite en France mais il n'était pas à la librairie. Il y avait Marc Guérien qui est sociologue et qui a fait un livre sur la finale del mundo, une lecture sociologique sur l'approche du football en Argentine. Lui, il était en présentiel avec moi à la librairie. Et il y avait Alejandro Guyot, donc, qui est chanteur et poète et musicien et écrivain, qui était à Buenos Aires. Donc, on a dû justement coordonner ces 3 personnes-là. On voulait les mettre en dialogue. Et il y avait également les publics. Parce que c'était en direct. C'était en direct, en effet. Ça s'appelle le webinaire. C'est outils qui servent aussi en grande partie aujourd'hui pour des réunions. Nous, on l'a pensé justement pour mettre en dialogue les 3 auteurs et les publics. Donc c'était en direct, c'était toute une nouvelle forme de participer, de poser des questions. Il fallait que je donne aussi la parole parce que c'est à ces moments-là qu'on voit les visages. Bien sûr, le public n'est pas invité à participer en direct et en volume, mais par chat, et on a fait justement, on a fait rentrer des questions qui étaient posées en direct. Par écrit. Et pour toi, c'était une espèce de première fois devant les caméras. C'est vrai, oui. En plus, il y a la caméra, il y a les volumes, je dirais, il y a des sons qui deviennent ultra importants pour que tout le monde comprenne et voit les choses à distance. Entendre les choses à distance, les voir, c'est finalement pas les plus intéressants, mais pouvoir écouter ce qui se passe. Et voilà, et c'était, j'avais un peu les tracs. En tout cas, ça s'est très bien passé, vous pouvez le constater. Et il y a eu d'autres après celle-là. Oui, il y en a une deuxième et on espère que là ça commence à se fixer. Tout le monde voit l'avantage de pouvoir continuer à faire des propositions culturelles à distance. Donc, la deuxième a eu lieu il n'y a pas très longtemps et ça a été la sortie française d'un roman d'une autrice argentine qui s'appelle Les Vilaines en français, Las Malas en espagnol. Et c'est vraiment un roman qui a fait un grand succès en 2020 en Argentine, qui a été traduit par Laura Alcoba et édité par Éditions Métaillé. Et on avait très envie de profiter de cette situation, d'être porteur de ces lancements.
cette rencontre pour la Smala, c'est une initiative qui est venue de ta part ou c'est une initiative qui est une demande de la maison d'édition? Ben non, c'était plutôt moi qui avais envie, justement, j'avais envie surtout de défendre l'arrivée de ces livres et dans les contextes, c'est ça qu'on peut faire. Et donc, on a profité un peu de la circonstance pour monter la rencontre. On a eu la chance, Laura Alcoa, elle n'est pas super souvent ici, elle a accepté de venir ici, sur place. Essentiel. Et les publics étaient à distance. On a pu l'enregistrer. Maintenant, on a des contraintes supplémentaires avec les couvre-feux, etc. Donc, il faut aussi pouvoir prévoir la lecture ou les visionnages plus tard. On a fait quelque chose de super... qui a été super comme expérience, c'est que du coup, comme les publics, sur les moments et à distance, c'est difficile de poser des questions, on a conformé un petit groupe des lecteurs pilotes qui nous ont transmis à l'avance quelques questions ou quelques commentaires, et après, il y en a d'autres qui sont intervenus sur les moments. Et c'est ça qui a fait un peu la richesse de la rencontre. Oui, parce que c'est vrai que si c'est en direct, avec en plus les décalages horaires et tout ça, et plus les couvre-feux ici, ailleurs et tout, ça devient compliqué. Mais effectivement, là, c'était enregistré, mais diffusé plus tard, et ça permet d'avoir tout le monde. Il y avait aussi des extraits des l'autrice avec ces témoignages, c'était génial. Ça, c'était en effet l'éditrice qui avait demandé à l'auteur de faire des présentations, des mini-capsules. Ça, heureusement, ils avaient anticipé, donc il y avait la traduction, etc. Ça permet toujours des nouveaux univers, des possibilités. Oui, c'est comme préparer un programme télé. En fait, il faut une bonne production à l'avance pour que tout soit... nickel. En tout cas, c'est encore disponible. Ouais, ça, c'est des côtés innovation auxquels on est un peu obligé de se jeter. Il faut s'habituer à être devant caméra, il faut savoir que les questions doivent être claires, il faut pouvoir intégrer les questions du public et même les traductions, parce que dans la première rencontre, Alejandro Guyot, même s'il comprend un petit peu les Français, c'est pas sa langue, c'est pas une langue qu'il maîtrise fluidement. Donc Frédéric, mon mari, faisait les traductions aussi de ce qu'il répondait pour les francophones et de ce qui lui était posé comme question, ou je le faisais en direct, ou lui il traduisait. Ouais, c'est une grande mécanique, mais bon, elle marche très bien. Bon, et les podcasts rentrent aussi dans cette idée d'ouvrir des nouveaux médias pour être ensemble et continuer à partager. Exactement, je pense que c'est finalement une chance, une occasion qui nous est donnée pour maintenir les contacts, et donc il faut l'emprunter. Même si peut-être au début on va se tromper un peu, on va apprendre. On va toujours s'améliorer, oui, c'est surtout sûr. Ça. Bon, merci. Merci à toi. C'était Con Cariño. Ce podcast est disponible sur Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous. Et en attendant les prochains épisodes, passez à la librairie au 21 rue de Chalais, à Paris, métro Belleville, ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook. À bientôt!